Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 22 octobre 2018 et cette semaine, ça va être encore une fois un focus majeur sur le dossier italien, en particulier sur les marchés financiers. Je vous rappelle, nous avons l'Italie qui a soumis son budget, ses propositions de budget la semaine dernière. La Commission européenne qui peut y répondre qui va y répondre aujourd'hui. Alors, pour demander normalement des modifications, c'est en tout cas ce que le gouvernement italien s'attend. C'est ce que le gouvernement italien a indiqué ce week-end, qu'il n'attendait pas à ce que la Commission européenne accepte. L'Italie qui est prêt à s'asseoir autour de la table de Bruxelles pour discuter de ce budget. Luigi Di Maio, le chef du gouvernement, qui s'est montré plutôt rassurant malgré la dégradation de la note souveraine de Moody's. Donc le chef du gouvernement qui a indiqué qu'il n'y a pas de remise en question, enfin il n'y aura pas de sortie de la zone euro ou de l'Europe qui est prévue par l'Italie et qu'il garantissait que l'Italie resterait dans la zone euro et dans l'Europe tant qu'il est dans ce gouvernement. Voilà, donc regain de confiance, on va dire, des investisseurs. C'est en tout cas ce qu'on constate depuis l'ouverture des marchés asiatiques. On a le fameux spread BTP Bund qui perd 20 points de base ce matin, l'euro qui surperforme toutes les majeures. Voilà. Mais maintenant, il faut garder à l'esprit que aujourd'hui, nous allons avoir des commentaires de Bruxelles sur ce budget italien qui va probablement demander une révision de celui-ci. À mon avis, le marché s'y attend déjà. Maintenant, avec quel ton Bruxelles va demander cette réédition de ce budget, eh bien, ça sera le facteur de volatilité. Voilà, donc on a l'Asie qui profite du léger rebond en Wall Street vendredi et grâce également à ce ton très confiant, en tout cas qui a l'air donner confiance au marché, eh bien on a le Shanghai Composite ce matin qui prend plus de 4%. Voilà. Alors qu'on est dans un climat, faut garder à l'esprit la grande image. Si on regarde le globe et avec toutes les tensions géopolitiques, eh bien il y en a quand même beaucoup en ce moment. En plus, il y a l'affaire Kashkovsky qui a encore entaché justement ces tensions géopolitiques. On a un ralentissement de l'économie chinoise, nous avons le budget italien, nous avons les négociations du Brexit, on a dorénavant l'affaire Kashkovsky. Voilà, ça commence à faire pas mal. Et, euh, et donc c'est pour ça que l'Asie eh bien a salué finalement ces tons rassurants du chef du gouvernement italien pour euh, pour accentuer le rebond de Wall Street. Voilà, donc on va commencer tout de suite par l'avertissement les gars sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc au niveau du briefing d'actualité, nous avons le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici qui a déclaré vendredi que les tensions sur la dette italienne ne présentaient pas de risque de contagion. Donc ça, c'est bon pour l'euro, les actifs européens. Rome qui s'attend à ce que la Commission européenne rejette son projet de budget 2019 et qui lui réclame une nouvelle version amendée. L'agence Moody's qui, comme je vous l'ai dit, a dégradé vendredi soir la note de la dette souveraine italienne à Baa3, soit un cran seulement au-dessus de la catégorie la plus risquée, la catégorie des junk. Et le chef du gouvernement Luigi Maio qui garantit que l'Italie restera dans l'euro et l'Europe. Donc voilà, il n'y a pas de remise en question de ces deux institutions. Au niveau de l'affaire Kashkovsky, donc qui ne présente pas de risque direct sur un marché en particulier, à part bien évidemment le marché de l'Arabie Saoudite, mais voilà, il n'y a pas de risque systémique, mais il faut bien voir que ça entache davantage les tensions, enfin la géopolitique. Voilà, et donc les tensions sur Riyad qui s'accentuent. Nous avons les pays occidentaux, dont notamment la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont publié dans un communiqué commun des explications, qui ont demandé, pardon, des explications précises et crédibles, ce qui est arrivé aux journalistes, de ce qui est arrivé au journaliste Jamal Khashoggi et les investisseurs étrangers qui ont vendu un montant net de 1,07 milliard de dollars d'actions saoudiennes la semaine dernière. Alors, ça peut paraître faible, mais il faut savoir que c'est le plus important, la plus importante vente depuis l'ouverture aux étrangers des marchés actions d'Arabie Saoudite qui a eu lieu en mi-2015. Au niveau des États-Unis et de la Russie, on a Donald Trump qui a déclaré samedi que
États-Unis allaient se retirer du traité signé en 1987 avec la Russie sur le contrôle des forces nucléaires à portée intermédiaire, le traité INF, après que plusieurs représentants américains ont dit que Moscou ne respectait pas le traité. Voilà, ça encore, ça vient entacher le paysage géopolitique. Il n'y a pas encore une fois de risque direct sur les marchés, mais voilà, c'est quelque chose qui crée encore une fois du doute. Et le doute n'est pas bon pour les investisseurs. Et en Australie, alors c'est quelque chose de mineur, mais c'est quand même à noter, nous avons la coalition gouvernementale de centre-droit qui devient minoritaire de un siège au Parlement suite à des élections législatives partielles qu'il y a eu. Donc on a eu un rebond en Asie, sauf en Australie, des marchés actions cette nuit. Voilà. Alors, je vais saluer la salle de trading. Bonjour Brice, j'espère que vous allez bien. Raymond, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien également, que vous avez passé un très bon week-end. Rémi, bonjour. Stéphane, Edgy, bien le bonjour à vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Eh bien écoutez, oui, j'ai passé un très bon week-end. Merci Edgy et j'espère que vous aussi. D'ailleurs, si vous avez des actifs sur lesquels que vous voulez que j'analyse dans ce webinaire, n'hésitez pas à me les demander et voilà, j'y répondrai par fonction des thématiques. Donc, je commence par les indices, suivi par le forex et ensuite les commodities. Voilà. Bonjour à vous Loïc. Bonjour à vous. L'euro franc suisse, nous demande Raymond. Oui, l'euro franc suisse qui est intéressant. Donc on va commencer sur le forex avec l'euro franc suisse, mais avant on commence par les indices. Au niveau du calendrier économique, eh bien, écoutez, il n'y a rien de prévu aujourd'hui, rien de majeur. Donc tout va se jouer au niveau de la politique, notamment comme vous le savez en zone euro avec Bruxelles et Rome. Voilà, donc pas de chiffres attendus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mouvement, mais ça peut être soudain. Donc au niveau des indices, regardez, nous avons les indices qui sont dans le vert, même les futurs américains ce matin qui sont dans le vert. Japon, Chine. Alors Japon, regardez, on a eu un beau rebond. Nous avons eu un beau rebond, alors on va se mettre en journalier. En journalier, rebond du Nikkei qui se stabilise au-dessus de cette oblique haussière, vous voyez. On a le fameux rebond. Alors, il y a deux seuils à surveiller sur les marchés actions qui sont globalement les mêmes depuis le sell-off qu'il y a eu en début du mois. Donc nous avons le récent sommet de la semaine dernière et le plus bas du sell-off. Voilà. Entre les deux, on est dans un range à très court terme. D'accord. Si on a un breakout haussier, c'est perspective bullish jusqu'à 24 480. Techniquement, d'un point de vue swing trading moyen terme, on a eu notre indice, notre signal haussier sur le VIX. Donc voilà, moi je reste haussier sur les indices à moyen et long terme. Maintenant, pour ce qui est du court terme, du très court terme, on est dans un range et on retrouve les mêmes bornes, alors pas les mêmes niveaux de prix, mais concrètement les mêmes bornes sur les indices, c'est-à-dire le sommet de la semaine dernière comme résistance de court terme et le plus bas du sell-off comme support de très court terme. Entre les deux, on est dans un range et le breakout donnera une nouvelle direction de swing trading. Bien évidemment, le breakout haussier est privilégié puisqu'on a eu le signal haussier du VIX. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de breakout baissier, c'est pour cela qu'il faut gérer ses positions avec des stops. Voilà, donc sur support à 22 000, la perspective du Nikkei est haussière jusqu'à à court terme, je parle bien 23 000 points. Si on a un breakout aussi à 23 000 points, perspective haussière confirmée jusqu'à 24 000 jusqu'au plus haut tout simplement. Voilà, donc pour le Nikkei, alors il y a juste au niveau de la Chine où je resterai avec une opinion totalement différente parce que la Chine, on a globalement, on est dans un bear market. La Chine, que ce soit l'indice large, l'indice ou l'indice restreint, voilà, c'est baissier cet indice chinois. Donc je n'envisage pas un bull market sur la Chine pour le moment. Les signaux sont pas suffisants pour s'attendre à un bull market. Vous voyez que le nuage Shimoku a fait office de résistance à deux reprises depuis le début du marché baissier. Donc si on a un breakout du nuage, ce sera un premier signal haussier, mais ça ne nous permettrait pas de passer à l'achat jusqu'au récent sommet. Donc voilà, moi je reste purement baissier sur les marchés chinois. Au niveau de l'Europe, donc pareil que le Nikkei, c'est-à-dire qu'on a le plus bas du sell-off qui est à 3168 points. Donc ça c'est le support à court terme, même on peut le, vous voyez, c'est finalement c'est cette zone, c'est cette zone de support.
Voilà. Et la zone de résistance, elle est ici. Donc elle est, voilà. Entre cette zone, on est dans un range à court terme. Donc le support se paye. La résistance, ça peut être utile pour prendre des bénéfices. Je n'irai pas à shorter la résistance, à part si on a des signaux baissiers en horaire ou en 4 heures, pourquoi pas. Mais en journalier, je ne viendrai pas shorter sur du moyen terme. C'est possible en day trading, mais voilà, pas en swing. Si on a le breakout haussier, perspective haussière jusqu'au plus haut de 20 jours, plus haut de 20 jours qui est juste ici devant vous, hein, vous voyez ce canal de Donchian, donc vers 3450. Et à l'inverse, si on a un breakout baissier, ce qui n'est pas privilégié, mais ce qui reste possible, on irait chercher le S3 mensuel. Pour le CAC 40, c'est pareil. Vous voyez qu'on a un support ici qui a 5050 points. Concrètement, le support, il est entre 5050 et 5000 points. Vous voyez, 5050 et 5000. Alors, je vais le tracer ici. Ouais, 5000. Voilà. Nous avons un support ici et nous avons une résistance qu'on peut constater vers les 5000, juste en dessous de 5200 finalement. Juste en dessous de 5200. Voilà. Donc à court terme, finalement, c'est ce range qu'il faut trader. Au-dessus, perspective haussière confirmée. En fait, le signal du VIX serait confirmé. Enfin, on a déjà un signal du VIX, mais concrètement, ça renforcerait notre perspective haussière. Donc voilà, 5200, vous voyez, c'est la résistance à court terme. Si on dépasse, on vient chercher le haut de ce canal baissier. Le DAX, c'est pareil. Donc, vous voyez, on retrouve les mêmes niveaux de support de résistance. Concrètement, c'est le plus bas de la semaine dernière avec le plus bas du sell-off, qui est comme niveau de support. Donc là, on voit c'est 11 400, 11 400, 11 500. C'est le support. La résistance qui est juste ici. Voilà. Donc on peut la tracer, voilà, assez large. Donc ça revient chercher le plus bas du jeudi. Donc voilà, la résistance qui est autour des 11 900, 11 800. Si on dépasse cette zone, perspective haussière jusqu'au pivot mensuel et même, vous voyez, même le nuage finalement, le haut du nuage journalier. Donc voilà, à noter qu'on a des petites divergences haussières hein, sur le CAC, le DAX, l'Eurostock 50. Regardez ici, on a un rebond du RSI alors que le prix inscrit des prix de clôture de plus en plus bas. En 4 heures, voilà, on a la divergence qui se creuse. Vous voyez que le gap ici a été comblé. Donc voilà, c'est là à court terme, on a une baisse du spread BTP Bund que je vous fais voir rapidement. Vous voyez, spread BTP Bund en baisse de 17 points de base ce matin. Nous avons le 10 ans, ah non pardon, là on est sur le 10 ans italien qui perd 16 points de base ce matin, donc il est acheté, les actifs italiens qui sont achetés, et le spread qui perd voilà 20 points de base, ce qui est bon pour les actifs européens. En plus de cela, nous avons eu un Shanghai Composite qui a progressé de 4%, donc je pense qu'on peut s'attendre à ce que l'Europe rebondisse tant qu'on n'a pas de nouveaux commentaires de Bruxelles ou de Rome sur ce budget. Donc perspective haussière à très court terme sur les marchés. En plus de cela, on a vu que vendredi, on a clôturé au plus bas finalement depuis le sell-off. Donc sur support, en plus sur le plan fondamental, on a un tableau, comment dire, on a quelque chose qui s'améliore au niveau d'Italie. On a un regain de confiance malgré la dégradation de la note souveraine de Moody's, de la part de Moody's. Donc voilà, moi j'envisage un rebond jusqu'au plus haut de la semaine dernière à 11 800. Seuil d'invalidation si on passe sous ce niveau de support. Pour le CAC, c'est pareil. On a un RSI qui rebondit comme vous pouvez le constater. Ici creux, creux, alors que les prix de clôture sont de plus en plus bas. Donc là, on a une perspective haussière, rebond jusqu'à 5180. Voilà, on vient chercher 5180, 5170 à court terme. Même l'Italie rebondit. Maintenant, je n'irai pas me positionner sur l'Italie, puisque voilà, l'Italie, c'est dans un bear market. C'est dans un bear market, ce MIB, alors qu'il surperformait en début d'année les actifs européens, ouais, qui pèse de 23%. Donc, on est officiellement dans un marché baissier sur le MIB. Le FTSE, même topo, vous voyez, support à 7000 points. C'est le support à ne pas dépasser. Vous voyez qu'on a eu des percées en intraday, mais finalement, on n'a pas eu de clôture en dessous des 7000. Donc, c'est le support à ne pas dépasser. Alors que la résistance,
elle se situe, vous voyez, autour des 7100. Vous voyez. Donc à court terme, range entre 7000 et 7100. Si on dépasse 7130, perspective haussière jusqu'au pivot mensuel. Pareil pour les indices américains. Les indices américains, niveau de résistance qui se situe ici, comme on peut le constater. Vous voyez, même si je vais le tracer de façon assez large, voilà. Et le support, donc 2750, pardon, c'est le support à ne pas dépasser. Voilà, donc sur support, perspective haussière jusqu'à la résistance de la semaine dernière. Si on dépasse, perspective haussière de moyen terme confirmée. Donc soit voilà, on est rentré à l'achat grâce au signal du VIX, soit c'est possible d'entrer à l'achat au breakout, ou alors on achète le plus bas. Avec un stop bien géré, ça peut offrir un ratio de rendement très intéressant. Sachant qu'on est dans une perspective, on est dans une saison de résultats des entreprises, ce qui est généralement bénéfique pour les marchés actions. Au niveau du Dow Jones, pareil, vous voyez qu'on retrouve les mêmes niveaux de support, alors pas au même niveau de prix, mais voilà, en termes de timing, c'est les mêmes, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis. Donc, voilà, résistance autour des 25 700 points, support au niveau des 25 200. Sur support, perspective haussière, jusqu'à la résistance pour ceux qui sont à court terme et jusqu'au plus haut annuel pour ceux qui sont sur du swing trading, même du moyen terme. Et le Nasdaq, c'est pareil. Vous voyez, on a une résistance autour des 7300 points et on a un support autour des 7000 points. Voilà, donc sur support, perspective haussière à court terme jusqu'à 7330 et à moyen terme jusqu'à 7690. Voilà, donc euro-dollar, alors euro-dollar déjà. Vous voyez, on a un rebond. Bullish engulfing, donc avalement haussier, sur plus bas de 20 jours, parce que vous voyez, on a le canal de Donchian. C'est un signal haussier assez important, ce qui nous permet d'avoir une opinion haussière. Alors, première résistance, on peut voir que c'était les plus hauts de la semaine dernière, c'est aux alentours des 1,16, 1,1650. Donc là, c'est perspective haussière jusqu'à 1,16, 1,1650, c'est-à-dire environ entre 50 et 100 pips de hausse à court terme. Si on a le breakout des 1,16, 1,1650, c'est passe 1,1650, pardon, 1,1620, vous voyez, c'est perspective haussière jusqu'à 1,1733. Voilà, donc à court terme, haussier euro, d'ailleurs, l'euro qui surperforme ce matin toutes les majeures grâce voilà, à la garantie. Il semblerait que ce soit vraiment cette affirmation de Luigi Di Maio qui a garanti que l'Italie restera dans la zone euro et dans l'UE. Et ce qu'il souhaite, ce n'est pas quitter ces institutions, mais c'est les modifier. Voilà, c'est ce qu'il a affirmé ce week-end à la radio, et c'est ce qui semblerait avoir le plus d'impact, puisque vous voyez que la dégradation de la note souveraine par Moody's, et bien finalement, on n'a pour le moment pas d'impact baissier. Ça pourrait changer, mais pour le moment, on voit qu'il y a de l'appétit pour les actifs européens. Donc, euro, bull, l'euro qui surperforme toutes les majeures ce matin, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un bull market de l'euro. L'euro s'achève qui teste un 15. Un 15, c'est une résistance très importante. C'est un seuil psychologique. C'était, voilà, ça reste dans la zone de la ligne de coup de l'épaule, tête, épaule. Et en plus, un seuil de Fibonacci, puisque c'est 61% de retracement de cette tendance baissière. Donc voilà, on est sur une zone de prix où les prises de bénéfices pourraient se faire de façon importante. Voilà, en tout cas, tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile en bleu, qui est la moyenne mobile à 20 jours, tant que le RSI est au-dessus de 50, c'est possible de maintenir les positions longues. Maintenant, est-ce que c'est un signal, est-ce qu'on a un signal d'achat pour le moment? La réponse est non. Si on a le breakout des 1,15, si on clôture au-dessus des 1,15, signal haussier jusqu'à la moyenne mobile à 200 qui est à 1,16, vous voyez en noir, puis les 1,17 qui est la résistance de juillet. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas le chandelier journalier qui clôture au-dessus de 1,15, on n'a pas de nouveau signal haussier. Donc ceux qui sont longs, pourquoi pas maintenir les positions acheteuses tout en éliminant votre risque en remontant votre stop à votre point d'entrée.
Comme ça, vous êtes sûr de ne rien perdre, puisque rappelez-vous, on avait eu un signal haussier qui avait été donné le 24 septembre. Donc voilà, on avait une stratégie jusqu'à 1,14, 1,1450, puis plus haut tant qu'on n'avait pas de signaux baissiers, et on n'a pas encore eu de signaux baissiers. Voyez, donc en tout cas, on voit qu'un 15, ça sera une résistance. Si on a le breakout, on pourra, voilà, ce sera une nouvelle conviction haussière jusqu'à 1,17. Maintenant, il faut bien garder à l'esprit que tant qu'on aura ce dossier italien, on peut avoir une amélioration du contexte, mais tant qu'on aura ce dossier italien qui restera, voilà, en débat ouvert, voilà, on n'aura probablement pas de remontée jusqu'à 1,20. En plus, on a le Brexit. Brexit, ça soutient dans le fond le franc qui est une devise refuge appréciée par les Européens. Donc voilà, on a le Brexit, on a le dossier italien. Tant qu'on a ces deux dossiers qui sont ouverts, ça m'étonnerait que fondamentalement on puisse justifier une remontée jusqu'à 1,20, jusqu'à 1,17, pourquoi pas. Mais voilà, faudra clairement quelque chose politiquement en Europe qui s'améliore. Pour le moment, je trouve trop d'incertitudes pour qu'on puisse anticiper vraiment un rebond majeur de l'euro. Parce que qu'on le veuille ou non, le Brexit, ça impacte quand même l'euro. Ça tâche un petit peu les perspectives de l'euro. Parce que sans le Royaume-Uni, l'UE est quand même moins forte. Le Royaume-Uni qui est dans les, voilà, ça varie, hein, mais 5e, 6e, voire 7e puissance économique mondiale. Donc voilà, ça reste quand même un pays important. Et c'est sûr qu'une sortie du Royaume-Uni de l'UE n'est forcément pas vraiment bon pour l'UE, encore moins bon forcément pour le Royaume-Uni, mais c'est pas bon non plus pour l'UE. Donc voilà, ça remet pas en cause comment dire la zone euro ou l'Union européenne. Voilà, ça remet pas en doute ces deux institutions, mais c'est pas quelque chose qui va renforcer les perspectives d'investisseurs envers l'Europe et envers la zone euro. Parce que voilà, la zone euro, c'est pas que la zone euro, c'est l'Europe. On ne peut pas, on ne peut pas envisager comment dire, j'ai envie de dire une disparition de la zone euro. Parce que finalement, la zone euro, c'est, alors j'ai pas de chiffres en tête, mais ça doit être peut-être 70% de l'Union européenne, 60% de l'Union européenne au moins. Il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Donc c'est quand même des pays très importants. Voilà, donc l'euro s'achève, on n'a pas de nouveau signal haussier, mais si on a le breakout au-dessus de 1,15, perspective haussière jusqu'à 1,17. Voilà. L'AUD et le NZD qui rebondissent également ce matin, puisqu'on a eu un Shanghai Composite qui a surperformé, qui a même rebondi de 4%, et bien évidemment, on a l'AUD, le NZD qui surperforme. À noter qu'on a l'USD, le Yen qui sous-performe, ce qui veut dire qu'on a vraiment de l'appétit pour le risque. L'USD et le Yen sont les deux devises refuges. Ce sont deux devises refuges importants, excusez-moi. Deux devises refuges importantes. Donc si elles sous-performent, c'est-à-dire qu'on a de l'appétit. Donc ce matin, on a de l'appétit. On regarde nos index. Est-ce qu'on a des signaux baissiers pour la semaine? Alors en journalier, pas de signaux. Vous voyez que le RSI du Yen Index équipondéré teste 50. Si on a un breakout sous 50, ça serait un signal baissier. En 4 heures, belle divergence baissière. Regardez, sommet, 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 support. Voilà, on a notre signal. En plus, le RSI est sous 50. Donc là, on peut s'attendre à une baisse du Yen à court terme. Au niveau du NZD, pas de signaux baissiers. Vous voyez que la hausse, elle est assez importante depuis le 8 octobre. Mais on n'a pas de signal baissier du RSI. On n'a pas de divergence. Vous voyez que la tendance reste haussière, qu'elle soit au niveau du prix ou du momentum. Alors, on va se mettre moyenne mobile 20. Voilà, nuage, voilà, c'est haussier. Nos indicateurs de tendance sont haussiers, donc pas de stratégie vendeuse sur le NZD à court terme. L'AUD, c'est pareil. On a un rebond qui est beaucoup moins important, mais on a un momentum qui est toujours haussier. Donc voilà, pour le moment, pas de nouveau signal baissier sur l'AUD. L'euro, vous voyez, qui rebondit de façon très très importante. Voilà, on a un puissant rebond de l'euro. Maintenant, ça va être assez volatile l'euro, comme vous le savez. Ça va être assez volatile et voilà, pour le moment, c'est haussier.
Pour le moment, c'est haussier. Le GBP, bon, baisse du momentum, vous voyez, il est à 45. Pas de divergence haussière qui nous suggérerait un rebond du GBP. En daily, par contre, on a un récit qui est toujours au-dessus de 50 depuis, vous voyez, fin août. Donc, c'est-à-dire que dans le fond, on a quand même une tendance qui est plutôt haussière sur le GBP. Maintenant, à court terme, ce n'est pas le cas. Et en horaire divergence haussière confirmée. Donc légère perspective haussière sur du très court terme. Au niveau du franc, une divergence qui continue à se creuser. Ça fait depuis le début de la semaine dernière qu'on a cette divergence qui se forme. Voilà, donc divergence qui se forme. Donc pour le moment, c'est toujours baissier. Rien à dire sur le franc. Honnêtement, voilà. Franc qui diverge à la hausse, mais on n'a pas de rebond du prix finalement. USD, donc en 4 heures, on a un récit qui est sous 50. En horaire également. En plus, on a une divergence baissière. Donc perspective baissière sur le dollar à très court terme. Et au niveau du CAD, on est en horaire. Alors en horaire, on n'a rien. Enfin, moi, j'ai rien que je vois rien du tout. En 4 heures, on a une divergence. J'aime pas trop la divergence parce qu'on a eu un rebond trop important du momentum, mais on a quand même une divergence. Parce que vous voyez que le creux ici est plus bas que celui-ci, alors que sur le prix, c'est l'inverse. Donc voilà, on a une divergence, mais on n'a toujours pas de rebond. Donc, ce qu'on devrait conclure, c'est que ce qui me semble le plus fiable pour le moment, c'est que le yen, voilà, l'analyse technique du yen, c'est baissier. On a une perspective, on a une divergence. Ouais, sur du 4 heures, on a une divergence. On a les récits qui passent sous 42. En daily, on est en train de passer sous 50. Donc, si on a une clôture sous 50, on s'attendra à un retracement du yen. Et donc, finalement, les paires en yen ont des chances d'être les plus intéressantes cette semaine. C'est-à-dire, bon, euro-yen, ça va beaucoup dépendre des commentaires de Bruxelles et de Rome qui seront faits tout au long de la semaine. Mais sinon, voilà, le NZD, il y a toujours une perspective qui est haussière. On n'a pas de signaux baissiers sur le NZD Index. L'AUD, pareil, mais bon, on voit que le momentum est très léger. Hein. On voit qu'on n'a pas vraiment de rebond important. L'USD, ça me semble également une devise qui me semble intéressant à vendre à court terme au niveau de l'analyse technique. Et voilà, le GBP, pourquoi pas de payer également. Donc GBP Yen, GBP USD, tout comme l'euro dollar et l'euro yen. Maintenant, faut bien comprendre que l'euro sera particulièrement volatile cette semaine. On a la BCE jeudi. Hein. On n'attend rien de la BCE. Mais voilà, donc l'euro qui rebondit ici sur les 128. Si on a la clôture au-dessus de 130, ça renforcera la perspective haussière de l'euro. Ça sera un nouveau signal haussier pour l'euro face au yen, mais face également aux autres paires. Parce que si l'euro fait un breakout face au yen, c'est quand même assez important. Voilà. Donc, si on clôture au-dessus des 130, perspective haussière jusqu'à 130,79, puis, vous voyez, 132, etc., etc. L'euro dollar, donc, perspective haussière à court terme, vous voyez, jusqu'à la Senkou Span A d'Ishimoku, 1,1572, puis 1,1620. Voilà, donc euro-dollar, euro-yen, voilà. C'est les deux paires en euros qui me semblent les plus intéressantes cette semaine. Ce sera qui tout double. Hein. Soit l'euro surperforme cette semaine, soit elle sous-performe. Cette semaine, au niveau de l'euro, je vous rappelle qu'on a la Commission européenne qui va commenter, qui aujourd'hui devrait annoncer voilà, un rejet du budget italien. Nous aurons donc des discussions entre Rome et Bruxelles cette semaine. Dans le même temps, nous aurons la BCE jeudi et vendredi, nous aurons S&P qui va actualiser sa note, oui, souveraine de la dette italienne, qui va probablement être une dégradation de la note. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses sur le plan politique, au niveau de l'Italie cette semaine. Donc l'euro, voilà, faut faire attention. Faut pas s'attendre à ce que l'euro fluctue de 30 pips en intraday. Il faudra s'attendre à une volatilité beaucoup plus élevée à ce qu'on a connu la semaine dernière. Parce que finalement, la semaine dernière, c'était plutôt calme. Ça a été plutôt calme. Voilà, donc euro-yen, c'est qui tout double. Soit l'euro surperforme cette semaine,
soit l'euro baisse à nouveau, comme ce qu'on a connu la semaine dernière. C'est-à-dire une baisse de 1-2%. Donc soit on revient, vous voyez, on vient chercher un nouveau plus bas sur le yen, soit on vient chercher les 132. Ça va beaucoup dépendre de ce qui va être dit sur le plan politique. Malheureusement, enfin, c'est pas anticipable, donc je vais pas pouvoir vous le dire avec certitude. Mais voilà, d'un point de vue technique, je parle bien techniquement, si on a un récit journalier qui clôture au-dessus de 50 et que le prix clôture au-dessus de 130, ça serait deux signaux baissiers, des signaux haussiers, pardon, deux signaux bullish qui suggéreraient un rebond jusqu'à 130,72 qui correspond également au pivot mensuel et à la moyenne mobile à 200. Donc là, on a quand même, vous voyez ici, une forte zone de résistance techniquement, et ensuite ce sera 132 puis 133. Donc voilà, si breakout au-dessus de 130, perspective haussière jusqu'à 131. L'euro-dollar, pareil, si on repasse dans le nuage, perspective haussière à court terme jusqu'à 1,1662. Il faudra bien évidemment surveiller comment la Greenspan réagit au nuage. Donc voilà. La base du nuage, c'est un support, hein, c'est le support le plus important. Celui-ci, c'est à Senkou Span B. Voilà, si breakout, si on clôture au-dessus, perspective haussière jusqu'en haut du nuage, puis 1,1621. L'USD yen. Alors l'USD yen, c'est une paire intéressante. Voilà, l'USD le yen par rapport aux autres devises majeures réagissent de façon assez similaire, hein. On voit que on n'a jamais, enfin on a rarement l'USD qui surperforme et le yen qui sous-performe, puisque ces deux devises réagissent, je dirais pas pareil, mais il y a une caractéristique commune qui est l'aversion pour le risque. Dès qu'on a l'aversion, l'USD et le yen sont demandés. Voilà, maintenant techniquement, USD, yen, RSI, prix qui rebondissent. RSI qui dépasse 50 en intraday. Si on a une clôture du 50, perspective haussière. Et en plus de cela, si on a le prix qui clôture au-dessus de son sommet de la semaine dernière, perspective haussière également. Là, on a un test intraday. Et si on clôture, si on a un nouveau récent sommet sur le prix et le momentum, perspective haussière jusqu'à 113,20, qui était, vous voyez, le plus haut du 19 juillet. Seuil d'invalidation, le bas du canal. USD-CHF, je m'attends à une baisse. Regardez, on a un momentum qui consolide, voilà, qui même diverge à la baisse. Si on se met en 4 heures, ça devrait être un petit peu plus clair. Voilà, regardez. Voilà, on a une divergence on a un momentum qui commence à se retourner à la baisse. Alors c'est quoi un RSI finalement? Faut voir le RSI comme un taux de changement, c'est-à-dire que c'est le prix actuel comparé à ce qu'on avait il y a 14 périodes sur une échelle, bornée entre 0 et 100%. C'est ça un RSI. Donc si on a un RSI qui commence à baisser, ça veut dire qu'on a voilà un taux de changement qui baisse. C'est ça, hein, le RSI. Et donc seuil de validation de la divergence, c'est ce support. Ça serait le premier signal qui permettrait d'exploiter la divergence. Si on a un RSI qui clôture sous 57, un RSI journalier, signal baissier, et on pourra s'attendre à un retracement. Vous voyez, on a eu quand même un momentum assez important. Donc on va pas s'attendre à un retracement de 60%, parce que plus le momentum est important, moins le retracement l'est. Donc déjà un retracement jusqu'à 38,2, voire 50. Donc 0,98, 0,9750. Voilà. On s'attendra à un retour en fait à la moyenne mobile en verte, qui est la moyenne mobile à 50 jours. USD CAD sous la borne haute du canal. On a une épaule tête-épaule inversée qui est validée. Donc là, on est dans un niveau de timing très très important. Parce que dans le même temps, on a une figure de retournement, mais en même temps, vous voyez, on a eu l'échec du dépassement du canal. On voit qu'on a eu des vendeurs qui sont manifestés au R1 mensuel et à la borne haute de ce canal. Donc voilà, on est dans un niveau très très important qu'on devrait être fixé vraiment aujourd'hui ou demain, parce que soit on réintègre la ligne de coup, soit on dépasse le R1 mensuel. Donc là, j'ai envie de dire, tant qu'on est entre le R1 mensuel et la ligne de coup, il n'y a rien à faire sur l'USD CAD. Si on passe au-dessus de la ligne de coup, si on passe au-dessus du R1 mensuel
perspective haussière jusqu'au R2. Voilà, donc malgré l'épaule tête épaule, je ne me précipiterai pas à l'achat de l'USD CAD. Voilà, donc si clôture au-dessus du R1, je dis bien de clôture au-dessus du R1 mensuel, perspective haussière jusqu'à 133, 1,33. On pourra exploiter l'épaule tête épaule. Mais si on réintègre cette ligne de coup, honnêtement, il faudra aller chercher dans un premier temps un retour à l'épaule. Retour à l'épaule qui est vers, vous voyez, 1,29 et quelques. Et ensuite, la tête. Voilà. Donc là, on est dans un étau très très serré. On est dans un étau très très serré. Donc l'USD4, patience. Patience. Aujourd'hui ou demain, on devrait avoir un signal convaincant. Bon, donc pour le moment, ce que j'ai sur moi mon marché d'un point de vue technique, sur mes graphiques, pardon, c'est baisse du dollar, signaux baissiers sur le dollar, signaux baissiers sur le yen. Ça c'est plutôt voilà. En tout cas d'un point de vue technique sur nos devises, nos indices devises équipondérés, c'est assez net. Hein. 4 heures, divergence baissière, dollar, USD équipondéré. Vous voyez, on se retourne à la baisse. Note DXY avec de l'USD CNH, c'est pareil. Ça se retourne à la baisse. En plus, est-ce qu'on a une divergence? On a une divergence. Regardez, sommet, 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 sommet. Donc divergence. Et d'un point de vue moyen terme, si on passe sous ce support de la divergence, perspective baissière. Confirmé. Et là, on a également une oblique. Voilà. On a différents niveaux de support qu'on peut tracer. On a différents niveaux de support. Donc on a cette oblique sur lequel le RSI pourrait rebondir. Si on casse l'oblique, direction le support de la divergence. Parce que je fais voir la divergence pour ceux qui ne la voient pas. Clôture, 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 clôture. Voilà, donc divergence baissière. Là, le DXY, ça devrait être assez, on devrait être fixé dans, pareil, cette semaine. Cette semaine, on devrait avoir un signal de moyen terme. Vous voyez, la moyenne mobile, également, cette moyenne mobile qui est à 20 jours, ça sera également un signal. Parce que si on clôture en dessous, ça sera une première depuis, vous voyez, le mois de septembre. Parce qu'en mois d'octobre, on a eu un rebond sur celle-ci. Donc voilà, on a de nombreux signaux qui pourraient se faire cette semaine sur le dollar. En tout cas, à court terme, perspective pour ma part qui est baissière sur le dollar, baissière sur le yen. Techniquement, c'est haussier sur l'euro, haussier sur le GBP, haussier sur le NZD. Ça, c'est de façon nette. Ensuite, les autres devises, je suis plutôt voilà, prudent sur l'AUD, sur le franc et sur le CAD. Je dis bien sur du très court terme. Et au niveau des commodities, au niveau des matières premières, alors juste, pardon, on va faire un tour sur l'USD Yuan qui est important. L'USD Yuan, on voit qu'on a des vendeurs à 6,95. On a eu un test qui a eu lieu jeudi et on n'a pas eu de clôture au-dessus de 6,95. Donc ça, c'est bon pour l'or. C'est bon pour l'or. Tant que l'USD CNH est sous résistance, le cours de l'or, enfin la perspective, on n'a pas de perspective baissière importante sur le cours de l'or. Au contraire, on n'attend plus que des signaux baissiers sur l'USD CNH. Est-ce que nous en avons? Oui. Oui, parce qu'on a une légère divergence. Regardez, légère divergence. Voilà. Maintenant, on est loin d'être confirmé. Honnêtement, là, l'USD CNH, si le RSI clôture sous 50, ça serait très important. Clôture sous 50 et je dirais même sous ce plus bas. Voilà, sous 47,36. Si le RSI clôture sous 47,36 en journalier, cet USD CNH, honnêtement, c'est boule or, boule euro. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et c'est BRDXY. L'USD CNH, c'est le baromètre à suivre, que je suis particulièrement autant que le DXY. Parce que, qu'on le veuille ou non, la santé, les perspectives des investisseurs sur la Chine ont une influence importante sur la demande du dollar. Si la Chine va bien, le marché paye du yuan. Et ça se fait face à l'euro, face au dollar. Donc, vente du dollar, achat du yuan. C'est comme un petit peu le lien entre la zone euro et le dollar. C'est-à-dire que le marché, dès qu'il a des perspectives
optimiste face à la zone euro, c'est un impact conséquent sur le dollar. Alors que si on a un regain d'optimisme sur la UD, c'est pas ça qui va faire flancher le dollar, vous voyez. Mais l'euro, dès que l'euro progresse, bien vous le voyez, regardez ce matin, dès que l'euro surperforme, eh bien le dollar est en bas, vous voyez, de ce tableau. C'est qui tout double. C'est vraiment qui tout double. On peut pas avoir j'ai rarement vu un euro qui surperformait, suivi par le dollar. Rarement vu, pour ne pas dire que je n'ai pas vu. À mon avis, ça doit arriver, mais c'est très rare. Donc si l'euro surperforme, faut s'attendre à ce que le dollar baisse. Et pareil pour le yuan. Le yuan, c'est le même topo. C'est-à-dire que si le yuan est acheté, le dollar sous-performera face à pas mal de devises. Et l'idéal pour les vendeurs du dollar, c'est que les perspectives en zone euro s'améliorent, ainsi qu'en Chine. C'est-à-dire que le ralentissement de l'économie chinoise n'est plus autant, justifié. Et les perspectives envers l'Italie s'améliorent. Si on a ces deux facteurs-là, si on a la situation en Chine qui s'améliore et la situation en Italie qui s'améliore, là, le dollar va falloir s'attendre vraiment à un coup de massue sur le billet vert. L'euro-dollar reviendra très rapidement à 18, voire même beaucoup plus haut. Et le DXY reviendra très probablement à 80, je dirais 92. Voilà. Il faudra s'attendre vraiment à une baisse importante du dollar si on a l'économie chinoise qui s'améliore et si on a un accord sur le budget italien. C'est les deux facteurs pour le moment qui alimentent le plus le DXY. C'est pas réellement la hausse des taux. Il y a dans le fond, mais ça ne justifie pas le prix du DXY. Donc voilà, l'USD-CNH à suivre de très très près. Voilà, rien d'autre à dire en 4 heures, on n'a pas de signaux baissiers à court terme. En horaire, on a un rebond, vous voyez le RSI qui teste 50, donc on peut s'attendre à un léger rebond de l'USD-CNH en intraday. Mais voilà, en journalier, on voit qu'on a une divergence. Si le RSI passe sous 50 et pas sous 47, voilà, on s'attendra clairement à une sortie par le bas de ce triangle. Et si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, l'euro, il faudra viser les 1,18, voire même 1,20. Et l'or, 1250, voire même beaucoup plus haut. L'or, vous voyez, qui consolide la pression qui est augmentée sur l'or puisque l'USD-CNH s'approchait de résistance. Si l'USD-CNH baisse, l'or monte et vice versa. Donc là, l'USD-CNH, le prix est sous résistance. Si on passe au-dessus de 6,95, là par contre, il va falloir s'attendre à ce que l'or revienne à 1200 et que l'euro s'enfonce sous son récent plus bas à 1,1430. Voilà, donc l'USD-CNH, là on est sur un niveau de prix très important, c'est à surveiller de très très près. Donc l'or, j'ai envie de dire, c'est un peu l'inverse de l'USD-CNH. Donc voilà, l'or, j'ai envie de dire sur support, puisque l'USD-CNH est sous résistance. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir de cassure du support. Donc voilà, à court terme, soit on paye les 1220 dollars dans l'optique que l'USD-CNH baisse, ou soit on pense que l'USD-CNH va dépasser les 6,95 et dans ce cas-là, faut shorter, faut chercher des signaux baissiers sur l'or. Parce que la hausse de l'or est incompatible avec la hausse de l'USD-CNH. Sur du moyen terme, j'entends bien. Donc voilà. Et d'ailleurs, regardez ce que nous avons. On a un petit, très petit triangle. La ligne de coup, 130, l'oblique haussière. Voilà, l'oblique haussière. Donc voilà. Et en horaire, vous voyez qu'on n'a pas de momentum, c'est très très faible hein, sur l'or à court terme. On voit qu'on est dans un triangle même. Donc à suivre de très près. La sortie par le haut qui est privilégiée, puisque l'USD-CNH est sous résistance. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de sortie par le bas. Si on a l'USD-CNH qui passe au-dessus de 6,95, l'or reviendra à 1200 dollars. Donc là, le triangle, ça sera important à le suivre. Donc neutre à court terme sur l'or. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, puisqu'on n'a pas de signaux techniquement. Et au niveau des cours de pétrole,
On voit que les cours de pétrole se reprennent. On a une belle divergence haussière sur le Brent. Regardez, hausse. La résistance à 53. Si le RSI dépasse 53, signal haussier et il faudra s'attendre à un retracement de 50% de cette tendance, c'est-à-dire un retour à 82,54. Première résistance qui sera 30%, 38 pardon, et ça serait 81,63 qui est la résistance du 15 octobre. WTI, pareil, momentum qui diverge à la hausse. Si on a le momentum qui dépasse 50, perspective haussière, enfin en tout cas un signal haussier qui serait exploitable, direction 71,70 puis 72,67. Donc en fait, cette résistance pareil du 17 octobre vers 72,30. En gros, ça serait le nuage, tout simplement le haut du nuage. Si on a le RSI 4 heures qui clôture au-dessus de 50. Et voilà, écoutez, pour ce point de marché, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché, puisque c'est Yoav Nizar qui fera le webinaire spécial crypto-monnaie tout à l'heure. Et donc à demain matin. Excellente journée à vous. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur le site DailyFX pour davantage d'actualités d'ici là.